Bonjour à tous. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors, j'utilise les pronoms il et lui et je parle présentement de Tiohtià:ke, un territoire non cédé où la nation Kanien'kehá:ka est la gardienne des terres et des eaux depuis des temps immémoriaux. C'est aussi appelé Montréal. L'événement aujourd'hui aura une durée d'environ 1h30. Ça, c'est-à-dire 1 heure de conversation et un moment pour vos questions à la toute fin. Vous pouvez d'ailleurs nous envoyer vos questions. Si vous écoutez sur Zoom, nous vous proposons d'utiliser l'onglet Q et R dans Zoom et pas la fonction converser ou chat. Si vous nous écoutez de Facebook, eh bien, vous pouvez nous poser une question en laissant un commentaire sur la diffusion en direct. Vous pouvez nous envoyer vos questions en tout temps, mais nous vous suggérons d'attendre la fin de la conversation. Nos invités aujourd'hui pour parler de réalité augmentée et virtuelle sont Nicolas S. Roy, Myriam Achard et Samuel Arsenault-Brassard. Bonjour à vous trois. Alors, Salut. bonjour, on va commencer par vous présenter, à vous présenter, mais pour les personnes qui ne seraient pas familières là, avec les termes techniques dont on va parler aujourd'hui, n'ayez crainte, on va les présenter après nos conférenciers et conférencières. Très brièvement, je peux dire qu'on va parler de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de XR. La XR, c'est tout type de réalité qui fusionne un espace numérique à un espace physique. Donc, ça l'englobe les réalités augmentées et virtuelles. On aura la chance d'en parler plus tard. Et la première personne fantastique pour démêler tout ça, c'est le président et directeur de création pour le studio DPT, Nicolas Esroy. Bonjour. Bonjour. Alors, DPT, c'est un studio d'innovation créative qui conçoit des expériences interactives pour les marques, la culture et le divertissement. Depuis 15 ans, tu réalises et produis des expériences pour les plateformes émergentes, notamment pour l'Office national du film du Canada, Google ou le Cirque du Soleil. Donc, ton studio a développé l'application Collectionner avec l'AGAC, dont nous aurons la chance de parler davantage plus tard. Dans le milieu des arts visuels, tu es aussi connu, le studio est aussi connu pour avoir travaillé sur la Galerie des Mystères, le jeu vidéo conçu en collaboration avec Momenta. Donc, Nicolas, ça, c'est une belle feuille de route, là, tout ça. J'aimerais te demander en début de conversation, même si ça fait longtemps que tu travailles dans le domaine, est-ce que la technologie a toujours pour toi quelque chose de magique? Absolument. Je pense que la technologie bouge trop vite pour qu'on puisse cette année. Donc, dès qu'on commence à être habitué à quelque chose, il y a quelque chose de nouveau sur lequel on peut s'accrocher. Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est justement plus elle évolue, plus elle devient magique parce qu'elle commence à disparaître. Puis bientôt, on va atteindre un point où on sera même plus capable de distinguer en fait la différence entre la magie et la technologie. C'est ce à quoi on aspire en tout cas. Eh on a définitivement des exemples aujourd'hui pour présenter cet horizon fascinant de l'avenir. Notre deuxième intervenante aujourd'hui est Myriam Achard. Myriam, tu es la responsable des partenariats nouveaux médias et relations chez FI. Dans le cadre de ton travail, tu cherches à travers le monde les œuvres les plus innovatrices et immersives pour les présenter à Montréal. Dans le domaine de la XR, depuis environ 6 ans, FI agit comme diffuseur et distributeur à l'international et récemment, vous avez fait une première expérience à titre de producteur. Myriam, tu connais bien les réseaux et les principaux acteurs de la scène artistique d'avant-garde canadienne et internationale. C'est un domaine en pleine expansion. En introduction, je serais curieux que tu nous parles un peu des relations qu'on a dans le domaine. Est-ce que tu peux nous brosser un portrait rapide? Est-ce qu'on a le sentiment d'une petite famille où tout le monde se connaît ou est-ce que ça va tellement vite? C'est un domaine trop large qu'on connaît plus personne et ça change également ces derniers temps. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à la GAC de l'invitation. Donc, en fait, Benjamin, tu as utilisé le mot famille. Et pour moi, la famille de la XR, c'est devenu ma famille. Quoique j'ai quand même ma famille personnelle à moi, mais c'est vraiment devenu une famille. J'ai tissé des liens avec des gens partout à travers le monde. Il faut savoir qu'en temps normal, je passe à peu près une semaine par mois à l'étranger. Donc, je me promène dans différents festivals, différents événements, différentes biennales. Je vais rencontrer des artistes dans leur studio, etc., justement pour tisser des liens.
Mais pour répondre à ta question, oui, c'est une famille. C'est une famille qui, au cours des dernières années, a quand même grandi, mais qui reste encore tout à fait... je ne veux pas dire que je connais tout le monde dans cette famille, mais je connais vraiment une grande partie. Par contre, puis on s'appelle souvent les usual suspects entre nous. Par contre, en tout cas pour moi, je suis toujours très excitée quand un nouveau venu rentre dans la famille, arrive avec une œuvre, quelqu'un qu'on n'a pas vu venir, qui sort entre guillemets de nulle part et qui, avec une œuvre que cette personne aurait produite en AR ou en VR, s'intègre à cette nouvelle famille. En fait, on est très recevant. On espère inspirer peut-être des gens aujourd'hui à rejoindre cette famille. Merci beaucoup, Myriam. Et finalement, notre troisième intervenant aujourd'hui est Samuel Arsenault-Brassard. Bonjour, Samuel. Bonjour. Samuel, tu es un artiste, commissaire et je crois que nous pouvons dire passionné de tout ce qui est XR et de technologie de pointe. Tu es représenté par la galerie Elephant et co-commissaire XR avec eux depuis plus d'1 an. Notons que tu seras aussi bientôt commissaire invité pour le programme XR à Armure pour l'année à venir. Finalement, tu travailles aussi pour Vim AEC, une entreprise de logiciels qui se spécialise dans les projets d'architecture Gigantex et la XR. Alors, Samuel, là, on voit que les différentes réalités digitales et numériques sont très présentes dans ta vie. J'aimerais te demander en introduction comment on entre dans ce monde-là, comment on commence à utiliser ces technologies-là, surtout pour des gens là, qui seraient curieux, mais qui s'y perdent un peu. Là. Oui, en fait, c'est une bonne question. Ça fait quand même plusieurs années que je rencontre des artistes, on pourrait dire, traditionnels, puis que je les introduis à la réalité virtuelle, non seulement à des œuvres, mais aussi à des outils. Donc, j'ai quand même assez d'expérience à ces introductions-là. Et je dirais que il y a probablement 3 outils principaux. Donc, il y a Tilt Brush qui est très populaire en termes de... Tu n'as pas besoin d'avoir un équipement très, très cher. Il y a un autre volet, en fait, c'est King Spray, mais c'est plus pour les artistes qui font du graffiti. Mais vraiment, s'il y a un artiste qui fait du graffiti qui va dans King Spray, c'est la même chose, sauf que les canettes et la peinture coûtent rien. Puis on va voir je travaille sur des projets là-dessus pendant la prochaine année. Puis le troisième, mon préféré, c'est l'outil Medium qui a été acquis par Adobe. Donc avant, c'était Oculus Medium, maintenant c'est Adobe Medium. Donc c'est juste vraiment comme un outil où est-ce que tu fais de la sculpture quand tu as les contrôleurs, mettons. OK. On commence déjà à montrer les contrôleurs. Très bien. Tu prends la manette, puis ça fait comme de la pâte à modeler, mettons, de la pâte à dents magique qui flotte. Puis là, ben, ça coûte rien, puis ça tombe pas, puis ça brise pas. Alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Samuel, là, pour des très concrets déjà dans la technologie. On va, bien sûr, changer d'échelle souvent dans les conversations. Puis je crois que c'est également ce que la XR peut faire, c'est cette facilité de changer d'échelle. Alors, on a mis la table avec nos intervenants et intervenantes. Maintenant, on va vous présenter un peu les technologies dont on va parler aujourd'hui, plus dans le détail. On va démystifier un peu. Là. On va commencer par parler de réalité augmentée. D'accord? Alors, on va prendre un exemple comme ça, la nouvelle application de l'AGAC, Collectionner. Nicolas, le studio DPT a développé l'application. Donc, c'est quoi le pitch d'ascenseur là, pour collectionner? Qu'est-ce que ça change en quelques mots? En quelques mots, c'est une application qui permet de visualiser des œuvres d'art virtuellement chez soi, sur ses propres murs. C'est bon, ça. Pitch d'ascenseur, c'est short and sweet. Je vous propose d'aller voir un petit clip qui explique très bien et puis qui montre également comment collectionner fonctionne. Donc, c'est quelques secondes. On y va à l'instant. Alors, vous voyez ici un téléphone et
À l'endroit où il y avait un mur, bang, se matérialise une œuvre. C'est le principe de la réalité augmentée à l'aide d'un appareil, d'une interface. On voit quelque chose qui n'existe pas dans l'espace physique. Myriam Achard, donc on a vu l'application ici collectionnée, mais les artistes utilisent la réalité augmentée pour faire des œuvres d'art aussi. Tu me disais par contre qu'il y a 5 ou 6 ans, là, la réalité augmentée, ça n'avait pas encore le cachet artistique là, qu'on pourrait maintenant voir aujourd'hui. Donc, comment ça a changé cette technologie-là spécifiquement? Puis, comment les artistes l'utilisent aujourd'hui? Ben, je veux pas non plus, je veux pas dire qu'il y a 5-6 ans, il n'y avait pas de réalité augmentée. Loin de là, je veux pas du tout affirmer ça. Par contre, il y a 5-6 ans, la réalité virtuelle commençait à faire parler d'elle beaucoup. Et c'est comme si la réalité virtuelle a pris vraiment le dessus sur la réalité augmentée. Et ça a pris quelques années avant que, ben oui, la réalité virtuelle était devenue un buzzword, mais que là, on voyait venir la réalité augmentée aussi comme étant un moyen, un médium intéressant pour raconter des histoires, pour créer des œuvres, pour produire des œuvres. Je sais que dans le milieu de la réalité virtuelle, il y a quelques années, les gens regardaient de haut un peu justement la réalité augmentée. Pas moi, je dois le dire, mais j'ai certains collègues qui n'y croyaient pas. Et je suis ravie aujourd'hui de voir mais, qu'ils avaient tort. Je pense qu'on peut parler de grands artistes d'art contemporain qui aujourd'hui produisent en réalité augmentée. On a eu la chance au Centre Phi, entre autres, de présenter, par exemple, le travail de Olafur Eliasson, qui a créé des œuvres en réalité augmentée. Il n'est pas le seul, il y en a plusieurs. Il y a Jeff Koons, etc. Évidemment, il y a des artistes aussi qui produisent en réalité virtuelle, des artistes d'art contemporain, mais là, si on est dans la réalité augmentée, la preuve est que de grands artistes s'intéressent à ce médium et l'intègrent à leur pratique. Ben oui, tout à fait. Puis on va y revenir justement à la réalité augmentée, donc le téléphone comme ça. Mais pendant un moment, on va changer un peu de conversation. On va vous présenter la réalité virtuelle. Et puis pour ce faire, j'ai un autre clip vidéo. Donc on va voir un extrait de Chasing Ghosts, développé également par le studio DPT. Hein. On les a à la table ronde, donc on va utiliser leur matériel. Et puis, on va aller voir tout de suite cet extrait-là. Donc ici, je porte à votre attention, en bas à droite, nous voyons une personne avec un casque. Et lorsque la personne bouge la tête, la visualisation à l'intérieur du casque bouge également. Alors, c'était le petit clip que j'avais pour vous présenter la réalité virtuelle. Samuel Arsenault-Brassard, pour bien comprendre la différence entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle, j'aimerais que tu nous décrives un peu les sensations que la réalité virtuelle peut donner. Est-ce que ça peut donner, par exemple, le vertige? Oui, ça peut donner le vertige. En fait, excuse-moi. En fait, c'est qu'il faut peut-être prendre un pas en arrière puis regarder qu'est-ce que c'est en termes de médium. Donc, c'est un peu difficile de dire quel genre de sensation est-ce qu'un livre peut t'apporter ou un mot ou une image. Donc, la réalité virtuelle comme la peinture, le dessin, la photo, c'est souvent comme une ouverture, une fenêtre dans un autre monde ou comme un snapshot, mettons, sur un autre monde. Donc, ici, dans la réalité virtuelle, on met vraiment les spectateurs dans le monde. Donc, on leur donne un champ sonore immersif. Donc, ce n'est pas juste la vue. On donne un monde visuel immersif. Il y a aussi l'implication du corps et du soi. Donc, on peut littéralement devenir quelqu'un d'autre quand on se regarde, qui est très différent. Puis aussi, on peut amener d'autres utilisateurs, que ce soit des acteurs ou quelqu'un dans un autre pays ou quelqu'un de l'autre côté de la ville pendant une tempête de neige.
des amis, etc., de la famille. Donc, je pense que ça ajoute ces éléments-là qu'on ne peut pas voir dans la plupart des médias. C'est sûr que dans le théâtre, dans la vraie vie, il y a des corps, mais pas dans un livre, pas dans un film. Puis ensuite, la gamme de sensations qu'on peut avoir, bien, ça revient aux outils, les outils des artistes à raconter des histoires, à évoquer des émotions. Puis justement, aussi, une autre chose spéciale qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir des mondes déphysicalisés. Donc, oui, en ce moment, on a des mains, on a tout, mais on pourrait penser, mettons, à l'architecture des esprits ou les illusions, l'imagination qui devient réelle à nos yeux, à notre oui, etc. Fantastique. Ben, j'espère que pour les personnes qui sont moins familières avec ces termes-là, réalité augmentée, réalité virtuelle, vous avez maintenant une base de connaissances et que vous allez être capable de suivre la conversation. J'aimerais savoir, Nicolas, Myriam, Samuel, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit ajouter pour définir, si on veut, ces technologies-là et la XR en général? Ben, je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui pourrait être un petit peu plus visuel. Si on regarde un casque de réalité virtuelle, c'est qu'on va vous mettre dans un endroit complètement différent où est-ce que vous êtes. Je ne suis plus dans mon salon, là, je suis dans l'espace, etc. Tandis qu'avec la réalité augmentée, on voit que c'est des lunettes transparentes. Ou en fait, peut-être dans ce casque-ci, on voit que c'est des lunettes transparentes. Donc, oui, je suis dans mon salon, mais il y a un Yeti dans le fond de la pièce ou il y a une pièce d'art que je veux acheter, etc. Donc, c'est vraiment soit aller dans un monde externe ou amener des hallucinations dans notre propre monde. C'est ça vraiment la différence. Fantastique. Myriam? Ben, pour moi, je réfléchissais beaucoup. Là, j'étais plus dans le monde de la réalité virtuelle. Pour moi, une œuvre en réalité virtuelle, puis je pense que ça peut s'appliquer aussi en fait à l'ensemble de la XR, pour moi, elle est réussie quand elle me permet d'oublier la technologie. Souvent, j'ai comme, puis ça c'est mon opinion, mais je pense que quand une histoire est très forte en réalité virtuelle, puis qu'elle me permet d'oublier en fait complètement que je suis avec un casque sur la tête, ben, je pense que l'artiste a réussi son but. Ça peut être très, très, très puissant, les sensations en réalité virtuelle, quand c'est bien, bien, bien réalisé. Très bien. Nicolas, je ne sais pas si... Ben, en fait, j'allais dire, ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle, c'est vraiment le sentiment de présence, se faire transporter ailleurs. Puis ailleurs, ça peut être un endroit, mais ça peut être aussi un concept. Ça peut être un rêve, ça peut être une autre planète. En fait, c'est simplement de sortir de notre réalité et d'être transporté dans une réalité seconde. Puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des études qui sont sorties et qui révèlent qu'une expérience de réalité virtuelle crée des souvenirs comme des choses qu'on a réellement vécues, en fait. Donc, c'est pas simplement comme regarder un film, on a l'impression, les souvenirs qu'on est en train de créer dans notre cerveau sont le même type de souvenirs que ceux qu'on aurait en vivant cette expérience-là réellement. Donc, c'est extrêmement puissant. Et c'est peut-être pour ça, souvent, nous, au Centre Phi, on se fait demander pourquoi les enfants de moins de 13 ans, par exemple, n'ont pas le droit de tester les œuvres en réalité virtuelle. Ben, c'est pas une interdiction des compagnies qui comme Oculus, HTC, peu importe ceux qui construisent les casques, mais c'est une non-recommandation, c'est-à-dire parce que des enfants d'un plus jeune âge, s'ils ont effectivement l'impression qu'ils ont vécu ça pour de vrai, bien, ça peut laisser des traces. Donc, nous, on est aussi, on est de cette école-là où on ne recommande pas l'utilisation pour les moins de 13 ans, pour faire écho à ce que Nicolas vient de dire, parce qu'encore une fois, ça peut être tellement puissant ce qu'on vit que ça laisse des marques incroyables. D'accord, parfait. Ben, on a bien mis la table, je crois, là, pour la définition de ces réalités-là. Et le sujet de la conversation aujourd'hui est le modèle d'affaires que ces technologies-là pourraient déranger, changer, modifier. Et pour parler de ça, il faut parler des possibilités
qui nous sont offertes avec ces nouvelles technologies. Donc, j'aimerais relancer la conversation peut-être avec Nicolas. On a commencé la discussion avec l'application Collectionner pour les galeries d'art, mais il y a aussi des possibilités très intéressantes pour d'autres domaines, par exemple pour des collections des musées. Donc, la XR peut donner d'une certaine manière une nouvelle vie à des aspects précédemment peu accessibles. Comment penses-tu que ces technologies peuvent changer le milieu, justement le milieu culturel? Ben, je pense qu'il y a plusieurs façons, là. D'abord, c'est une façon de rendre certaines collections plus accessibles, en fait, les décloisonner, les sortir des quatre murs blancs, puis permettre aux gens de les découvrir à l'extérieur des musées et des galeries d'art. Je pense qu'on est capable d'intéresser aussi peut-être les nouvelles générations à de l'art plus traditionnel, mais à travers ces technologies-là. Des fois, c'est juste une porte d'entrée, puis ça nous permet de découvrir quelque chose auquel on n'était pas nécessairement attiré à la base. De façon générale, je pense que, en tout cas, de notre point de vue, quand on parle de réalité augmentée et de culture ou d'art particulièrement, c'est vraiment dans un désir de démocratiser l'accès à l'art et aux œuvres. Moi, personnellement, je le vois moins dans le contexte de créer de l'art en réalité augmentée et virtuelle. Je trouve qu'il y a des choses super intéressantes, mais pour moi, la réalité augmentée, c'est encore surtout un outil pour donner accès à certaines choses qu'un outil de création. Mais je suis sûr que Samuel aurait un autre opinion. Puis c'est pas pour dire que je suis pas d'accord avec ça, mais nous, dans notre pratique, on l'utilise plutôt pour démocratiser l'accès à. Ben oui, tout à fait. Mais c'est drôle parce que la question que j'avais préparée pour Samuel, la question suivante, c'était concernant la conversation qu'on a eue en préparation à cette conversation-là. Tu parlais d'art vivant et que tu voyais justement, particulièrement pendant la pandémie, où on doit limiter nos contacts physiques, tu voyais un champ des possibles, notamment pour l'art vivant, pour faciliter cet accès-là. Oui. Peut-être juste pour revenir sur la question de Nicolas, c'est ça, je pense que c'est important de dire oui, c'est bien, ça démocratise, ça rend beaucoup de choses super pour les spectateurs, mais il ne faut pas oublier à quel point c'est puissant pour les artistes, puis les choses que ça change pour les artistes, surtout en termes de coûts. C'est comme je peux bâtir un bâtiment de 30 étages demain, puis le montrer à plein de monde, puis le faire visiter, tandis qu'évidemment, s'il faudrait que je construise ça, ben, ça ne se ferait jamais, là, ou ça se ferait en plusieurs années avec je ne sais pas quel argent. Donc, mais je pense qu'il faut faire une distinction entre AR, réalité virtuelle et réalité augmentée à ce niveau-là. Mais les deux. Je peux mettre mon bâtiment n'importe où, mais oui, c'est sûr, ils ne pourront pas aller au 30e étage en réalité augmentée. Mais je peux rendre le centre-fille complètement capoté en physique. Donc, pour les arts vivants, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, donc, de faire des scans 3D, mettons, des acteurs, des chanteurs, n'importe quelle performance de pièces de théâtre, de films, de sport même, puis de les amener dans les salons du monde, ou que ce soit en réalité virtuelle ou augmentée. C'est assez facile de scanner du monde, puis de les amener dans ces mondes digitaux-là. Comme par exemple, il y a 2 ans, j'ai fait un show de mode où est-ce qu'on a scanné du monde, puis on l'a montré avec un casque de réalité augmentée. Donc, c'était un projet DIY, qu'il n'y avait aucun budget. Là. C'est facile de copier-coller du monde dans le digital. Mm-hmm. Myriam, cette idée-là aussi que ces technologies-là peuvent être complémentaires à ce qui existe déjà, qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui, moi je suis entièrement d'accord. Ce que Nicolas a dit, c'est un peu notre leitmotiv au Centre-Phi. La raison pour laquelle on présente tout ce qu'on présente, c'est pour démocratiser l'accès à l'art, c'est pour rendre l'art le plus accessible possible au plus grand nombre. Donc, je seconde ce que Nicolas a dit et je suis entièrement d'accord avec ça. Oui, fantastique.
Et c'est intéressant de voir ces choses-là aussi en parallèle et en alliance d'une certaine manière, hein, où des artistes vont soit utiliser les technologies pour créer des œuvres complètement nouvelles qui n'auraient pas pu voir le jour sans ces technologies-là, ou ces technologies-là au service de quelque chose qui existe déjà, de médiums plus traditionnels. Au Centre Phi, vous mettez de l'avant beaucoup la création par les différentes technologies, réalité augmentée, réalité virtuelle et tout ça. Est-ce que vous avez une réflexion justement sur peut-être une balance, une alliance entre ces deux pôles-là de la création? Qu'est-ce que tu veux dire entre une alliance, entre quoi et quoi? Entre les médiums traditionnels, des pratiques qui existent déjà et Ouais. la création d'avant-garde faite pour ces technologies-là? Ben, tu sais, je ne sais pas si mon exemple va répondre à ta question, mais pour moi, quand la réalité virtuelle, par exemple, rencontre le théâtre avec des acteurs live autour de toi, c'est là où ça devient absolument, je veux dire, c'est d'une puissance incroyable. Moi, les moments les plus puissants, les plus forts que j'ai vécus qui impliquaient de la réalité virtuelle, c'est quand j'avais du théâtre immersif en même temps. Donc, la rencontre entre ces deux mondes, donc le théâtre, qui est peut-être un art un peu plus, disons, millénaire, et la technologie, cette rencontre-là, elle est fascinante et elle permet des sensations qui sont incroyables. Je serais curieux de vous entendre, Nicolas, Samuel. Est-ce qu'il y a des expériences comme ça qui vous ont marqué avec ces technologies-là, qui vous ont donné une vision de ce qui était possible? Samuel, je te vois hocher la tête comme ça, là. Oui, en fait, je pense que les deux expériences les plus puissantes que j'ai eues, c'était au Centre Phi, justement, avec des acteurs live. Donc, un, c'était Alice au Pays des Merveilles avec des acteurs. C'était complètement, là, c'était comme le summum du VR que j'ai eu. Puis là, je ne me rappelle pas c'était quoi le nom, mais c'est comme les films d'horreur qu'Étienne. Horrifically Real Virtuality. Oui, donc ça l'a juste mis la barre tellement haute. Puis je suis vraiment, je m'attendais pas à ça. J'ai dit, c'est quoi ce billet? J'ai acheté un billet il y a 2 ou 3 mois. OK, je m'en vais au Centre Phi. Puis là, je suis sorti de là. Puis j'étais complètement capoté. Nicolas? Ben, je vais devoir donner le même exemple, Horrifically Real Virtuality. Je pense que c'est en fait, quand on pousse certains médiums à leur maximum, puis on les combine, c'est encore plus puissant. Si je pense à du bon théâtre immersif comme Sleep No More, c'est déjà une expérience qui est incroyable. Ça te transporte ailleurs, puis tu n'as même pas de casque. Mais si on est capable, en plus de ça, de t'amener dans un monde qui serait impossible à recréer dans la réalité, ben, on combine vraiment le meilleur des deux mondes. Je pense que c'est là que ça devient intéressant. Donc, oui, il y a l'aspect technologique, la réalité virtuelle, mais finalement, c'est juste une plateforme de diffusion. Après, c'est ce qu'on décide de faire avec. Ce n'est pas qu'un outil technologique, c'est une façon de découvrir, de voir le monde autrement. Oui, Samuel? Un petit point. Tu sais, tantôt, j'ai parlé de ah oui, c'est faisable de combiner la réalité virtuelle et augmentée avec le théâtre, etc. Mais je n'ai pas vraiment expliqué, donné d'exemple. Il y a un article de blog sur noproscenium.com. Proscenium, c'est comme l'art du théâtre. Puis il y a une liste de 150 pièces de théâtre immersives qui se passent en ce moment. Donc, le nom de l'article, c'est Now Playing Immersive for Indoor Kids. Mais si vous cherchez No Proscenium, c'est comme des experts dans le théâtre puis les réalités virtuelles immersives. Donc, ça se passe, puis il y a des exemples très concrets, très divers aussi. J'espère que les gens à la maison nous écoutent avec un papier et un crayon et prennent des notes. Peut-être qu'on pourra trouver une manière d'acheminer les exemples et les différentes sources dont on parle à la fin de la conversation. Alors, je propose qu'on parle, on a parlé un peu des possibilités possibles avec les technologies. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une distinction. Et on a
parler un peu de cette distinction-là au début. Donc, il y a la distinction entre l'accès aux technologies, donc c'est-à-dire acheter un casque de réalité virtuelle, par exemple, et l'utilisation de ces technologies. Donc, une fois qu'on a accès à cette technologie-là, on peut créer plus ou moins facilement, comme avec un autre logiciel de traitement d'image. Euh, Samuel, c'est notamment une conversation que toi, tu as fait, un point que tu as fait concernant justement l'usage de ces technologies-là. C'est quelque chose qui est important pour toi, cette distinction-là, parce que tu veux encourager les gens à se familiariser avec ces outils-là. Oui, donc on pourrait dire que les outils de création comme Tiltbrush, Medium, c'est plus au point où est-ce que, tu sais, mettons, comme apprendre Photoshop, ben il faut que tu apprennes genre 200 boutons, puis il y a des menus partout, etc. Donc, Tiltbrush, Kingspray, Medium, c'est vraiment super accessible au monde qui ne sont pas portés à être technologiques. Donc, justement, quand j'invite des artistes chez moi, surtout pré-pandémie, ben, d'habitude, en 5 minutes, ils sont juste en train de faire de l'art, que ce soit des murales avec Kingspray ou que ce soit des sculptures avec Tiltbrush ou Medium. C'est vraiment intuitif assez qu'ils puissent commencer à le faire. Puis, souvent, la question dans 30 minutes, c'est ah, ben, c'est quoi le prix, comment je fais ça, c'est quoi il faut que j'achète, etc. Mais c'est sûr qu'il y a une grande relation entre être artiste et être pauvre, malheureusement. Donc, une des choses que j'aimerais vraiment faire, en fait, à long terme, c'est de faire un genre d'envoyer un kit d'équipement, mettons, VR, mettons un ordi, on pourrait dire comme ça, un ordi puissant mais petit, avec un casque de réalité augmentée par la malle, dire, OK, voici un casque pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, fait des choses un peu comme une résidence inversée. Donc, à la place qu'ils viennent à nous, on leur envoie un équipement, puis que ça soit dans un autre pays, par exemple, pour qu'ils se joignent à nous, ou dans quelque part qui sont éloignés des grandes villes, etc., ou juste quelqu'un qui n'a pas accès, mais qui a le talent est là et l'intérêt est là. Donc, souvent, c'est juste les artistes, surtout au théâtre, on parle du monde qui ne sont pas nécessairement tout le temps dans la technologie. Puis là, quand il y a accès à cette magie-là, ben, tout d'un coup, ça déclic. Mais c'est sûr qu'ils ne vont pas se dire ah, ben, je vais peut-être dépenser 5 000 $ juste pour voir si ça me tente puis ça fonctionne tout d'un coup. Là. Le loyer, ça ne sera pas plus tard. Ben, tout à fait, mais ça semble être une initiative très intéressante. Puis j'aimerais peut-être lancer la parole à Myriam parce que c'est justement une des raisons pourquoi FI est là, c'est vraiment au cœur de votre mandat, cette démocratisation-là des technologies. Mais j'aimerais t'entendre à savoir pourquoi c'est important, puis qu'est-ce que vous faites justement pour cette démocratisation-là? Bien, ce qu'on fait en temps normal, donc pas en temps de pandémie, c'est que on présente par année plusieurs expositions avec des œuvres d'artistes qui nous viennent de partout à travers le monde. On présente différents médiums, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, théâtre immersif rencontre la technologie. Donc, tout ça, c'est pour nous une façon donc, de rendre accessible au plus grand nombre. Ce que la pandémie nous a forcé à faire, puis j'essaye par tous les moyens de trouver des bons côtés à cette pandémie, même si c'est très difficile, mais ce qu'elle nous a forcé à faire en tout début de confinement, c'est cette réflexion. Donc, le 13 mars, on ferme nos portes comme tout le monde, et là, on réalise, OK, les gens qui avaient l'habitude de venir chez nous pour avoir accès justement à des œuvres en réalité virtuelle, en réalité augmentée, ne peuvent plus. Comment est-ce qu'on pourrait leur donner l'opportunité ou la chance de continuer à explorer le médium pendant que nos portes sont fermées? Et c'est là qu'est née l'idée du VR2Go. Donc, le VR2Go, c'est un projet qu'on a lancé, je pense que c'était dès la fin avril. C'était pas une idée qui était sur le back burner. C'est vraiment né de la nécessité du confinement. Donc, c'est un projet qui permet aux gens de louer un casque de réalité virtuelle pour une période de 48 à 72 heures, sur lequel on a programmé une dizaine d'œuvres que j'ai choisies, des œuvres qui nous viennent de différents mondes. Donc, on a de l'animation, on a du documentaire, il y a des œuvres qui sont sans parole. Donc, pour montrer aux gens quel genre d'histoire on peut raconter avec la réalité virtuelle.
Et contre toute attente, en fait, on ne savait pas à quoi s'attendre en lançant ça. On avait 75 casques en disponibilité sur l'île de Montréal. Et à partir du moment où ça a été lancé, ça a été un franc succès. Les 2 premières semaines, c'était sold out. Les gens nous appelaient, mais moi aussi je veux, moi aussi je veux. Mais on leur disait, on veut bien, mais on a un nombre limité de casques. Donc, ce projet-là nous a montré que, bon, il y avait une volonté, un besoin, une envie des gens de continuer à consommer de la réalité virtuelle et de le faire chez eux. Je ne sais pas que tout le monde qui est comme Samuel est équipé mur à mur avec tous les types de casques et de lunettes. Donc, de pouvoir permettre ça aux gens, c'est tout à fait dans notre mandat, puisque c'est une façon, encore une fois, de rendre ça accessible au plus grand nombre. Puis, même au moment où on a rouvert nos portes le 24 juin, on a quand même laissé l'offre vivante. Et puis, bon, on est arrivé l'été. Évidemment, l'été, les gens sont plus à l'extérieur et tout, mais ça fonctionnait encore. Et est arrivé le 2e confinement. Et à partir du 1er octobre, les chiffres pour VR2Go sont repartis en flèche. Donc, c'est vraiment avec un projet comme ça où on poursuit notre envie, notre volonté de démocratiser et de rendre ça accessible au plus grand nombre. Alors, on a parlé justement d'accéder à cette technologie-là. Nicolas, à DPT, vous offrez des services parce que pour l'instant, il faut quand même se le dire, là, ça prend les équipements, ça prend les lettres, ça prend également des connaissances pour développer des outils de XR. Comment voyez-vous votre rôle à DPT dans cette économie-là? C'est une bonne question. C'est une question qu'on se pose tous les jours. C'est un milieu qui est tellement en constante évolution et où on est en train de définir les marchés, les modèles d'affaires au fur et à mesure que nous, on s'est lancé là-dedans parce qu'on y croit, la réalité virtuelle en particulier, la réalité augmentée aussi, on y croit comme plateforme du futur, en fait. Comme on pourrait parler du cinéma, pour nous, c'est la prochaine étape. Donc, en ce moment, c'est quelque chose dans lequel on investit beaucoup de temps et d'efforts. On produit nos propres œuvres, on offre nos services de création et de développement à des entreprises, à d'autres compagnies de production, etc. On le fait parce qu'on aime ça, en fait, en ce moment. Surtout, je dirais que c'est la raison numéro 1. C'est des projets qui nous font triper. On a l'impression de défricher du terrain à chaque fois, d'être en train de... En fait, c'est l'époque Méliès, la réalité virtuelle. Donc, il n'y a pas de moment plus excitant pour être dans une époque, puis pour être en train de découvrir un médium, puis d'aider à en inventer, puis en développer la grammaire. C'est ça. Je dirais que c'est juste le parfait moment pour être dans ce bain-là. On est au bon endroit au bon moment. Ouais. Vraiment entièrement d'accord avec Nicolas. Je me souviens encore, moi, de ma première expérience en réalité virtuelle. C'était l'œuvre de Félix et Paul Strangers qu'ils ont faite avec Patrick Watson, donc il y a maintenant plus de 6 ans. Je me souviens d'avoir enlevé le casque et d'avoir eu ce sentiment de dire, OK, je participe à quelque chose de plus grand, presque plus grand que nature, c'est-à-dire qu'on est des défricheurs, on va permettre, puis moi je ne suis pas une créatrice, je ne produis pas, mais je suis tellement passionnée et je pense aussi, comme Nicolas, que c'est le futur. Mais il faut que ce soit encadré, évidemment, mais j'y crois dur comme fer. Je suis une vraie passionnée. Alors, ben, on voit, je pense qu'on a les 3 bonnes personnes pour parler de ça aujourd'hui. Là. Vous êtes 3 passionnés. Moi, j'ai appris énormément en faisant la table ronde. Puis Samuel, je me retourne vers toi parce que je crois que tu as un aspect vraiment très rêveur que j'adore. Et puis, tu nous as parlé en préparation à la table ronde d'un futur pas si lointain où on pourrait peut-être se baser davantage sur le jeu vidéo comme modèle. J'aimerais que tu nous parles peut-être de ça, mais également plus généralement, comment ça marche pour collectionner de la XR? Parce qu'un tableau, si je l'achète aujourd'hui, dans 10 ans, je sais que je vais être capable de le voir et si j'achète quelque chose en XR, c'est pas nécessairement sûr. Donc, comment tu vois ça, toi, le modèle d'affaires pour la XR?
Premièrement, je dirais peut-être moins axé sur, comme Nicolas a dit, la technologie, si c'est bien fait, ça devient invisible. Donc, je dirais pas, regarde pas le Nintendo pour te dire comment tu vas inventer le futur. Euh, Peut-être regarde plus le théâtre, l'imagination, la poétique, etc. En termes de comment est-ce qu'on va... Ta question, c'est comment est-ce qu'on va collectionner des pièces 3D en réalité augmentée? Ben, ça fait partie de la question, en effet. Est-ce qu'on parle de collectionner? Est-ce qu'on parle d'acheter? Parce que peut-être même que ces termes-là ne seront plus appropriés là, pour un Oui, c'est futur sûr. avec la XR. Il y a beaucoup de mini-questions et de mini-réponses dans cette question-là. Donc, c'est sûr que c'est plus comme une peinture, right? Donc, en étant curator dans des galeries, quelque chose que j'aime, c'est comme moi, en termes moi-même, en tant qu'artiste, oui, je veux vendre une pièce de réalité virtuelle, mais je veux aussi que tout le monde, oui, je veux faire de l'argent puis payer mon loyer puis acheter de l'équipement pour faire des projets, diffusion, etc. Mais je veux aussi que tous mes amis puissent l'essayer. Donc, on pourrait, par exemple, imaginer un modèle où est-ce qu'une pièce d'art est limitée en trois unités. Quand ces unités-là sont vendues, peut-être que les propriétaires ont une période d'exclusivité, puis qu'ensuite, c'est seulement donné à tout le monde gratuit, puis qu'ils ont le choix d'avoir leur nom comme patrons, disant qu'ils ont aidé à cette pièce-là, mais maintenant, la pièce est comme gratuite. Fait que, on ne pourrait pas vraiment faire ça avec quelque chose de physique dans ce terme-là. Aussi, je vais comme un peu pré-répondre à une question que je sais qui s'en vient. La vision de Google, de Microsoft, de toutes les grosses compagnies, incluant Apple, c'est que les cellulaires, là, c'est fini. C'est comme le monde, ils s'en rendent pas compte, mais ça va être remplacé par des lunettes de réalité augmentée. Donc, c'est sûr qu'il y a cette vision-là que peut-être ça ne va pas se réaliser, mais justement, les lunettes de réalité augmentée vont devenir une commodité, un peu comme justement nos cellulaires, que c'est rendu vieux après 4 ans, je ne sais pas, c'est vraiment juste quelque chose de naturel. Donc, on va vouloir collectionner des pièces pour notre monde. On va aussi vouloir transformer l'architecture. Puis je pense qu'il va y avoir beaucoup plus grande place à l'art génératif. Donc, on peut s'imaginer, on marche en ville, puis il y a comme un virus qui change un peu tout, qui vient remodéliser la réalité. Ce n'est pas vraiment comme quelque chose de statique, mais c'est plus comme un algorithme qui va changer les choses, sans tout de même, mettons, cacher l'auto qui passe dans la rue, qui va te frapper. Là. Mais genre, il y a cette balance-là à atteindre. Mais c'est ça, un peu genre comme une hallucination partagée. Donc, tu pourrais être dans le salon avec tes amis, puis ils voient une grosse pieuvre en or dans ton coin, puis c'est une affaire qui bouge dans ton salon, etc. Ou peut-être que ton ami, tu le vois à travers les lunettes de réalité augmentée parce qu'il est chez eux, parce qu'il y a une pandémie. Mhm. Je ne sais pas, Nicolas, Myriam, si vous voulez commenter sur ces possibilités-là, mais sinon j'ai préparé Oui, des oui. questions pour vous aussi à ce sujet-là. Ben, absolument. Samuel, je ne sais pas qu'est-ce que tu as contre Super Mario Bros, là, mais moi, personnellement, je trouve que c'est encore tout à fait pertinent. Mais, mais c'est vrai qu'il y a la question d'obsolescence, en fait, quand on parle d'art numérique et des outils et des plateformes dont on a besoin pour les voir. Déjà, si on regarde ce qui a été fait en art sur le web depuis une quinzaine d'années, puis ça, j'en parlais à Vincent Morisset ou à d'autres artistes numériques, il y a plusieurs œuvres qui sont plus disponibles. On ne peut plus les voir parce qu'il y en a qui ont été créées en Flash, il y en a qui ont été créées pour des technologies qui n'existent plus. Ce qu'on peut espérer, c'est que avec l'arrivée du cloud, l'info nuagique, c'est qu'on va de moins en moins dépendre de nos propres appareils, en fait. Les expériences, ça c'est vrai pour la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les expériences vont rouler sur des serveurs. Puis nos appareils, que ce soit des téléphones ou des lunettes ou des ordi, vont être en gros simplement un écran qui va diffuser ce contenu-là. C'est peut-être ça qui va nous sauver puis qui va permettre à ces œuvres-là de vivre dans le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu achètes une œuvre une œuvre de réalité augmentée pour un iPhone ou une œuvre de VR qui roule sur un Oculus,
tout porte à croire que dans quelques années, ça va être impossible de l'avoir. Puis, Myriam, j'aimerais parler peut-être de Phi, puis du modèle d'affaires que Phi a développé, parce que, bon, quand on parle de XR, bien sûr, on parle du coût de l'achat matériel qui devient obsolète, justement, mais vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu parce que vous avez un modèle de distribution. Donc, vous faites voyager vos expositions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce modèle-là? Ben oui, tout à fait. En fait, 2020 devait être l'année où toutes ces heures que j'ai passées dans des avions, toutes ces semaines que j'ai passées à l'étranger, justement, à démarcher, puis à faire des rencontres, et je ne me plains pas du tout, là, j'aime mon travail. 2020 devait être l'année vraiment de consécration, entre guillemets. Donc, on devait lancer une exposition à New York, on devait lancer une exposition à Milan, on devait lancer une exposition à Londres. Évidemment, tout ça a été, puis j'ai pas envie de dire annulé, j'ai envie de dire reporté parce que j'y crois sincèrement. Donc, en fait, c'est que le modèle, c'est que soit ce sont des expositions qu'on a présentées chez nous au Centre Phi et qu'on propose à d'autres lieux de prendre tel quel. Et prendre tel quel, ça veut dire que nous, on envoie tout. On envoie la scénographie, on envoie les casques, on envoie les écouteurs, on envoie les capteurs, on envoie vraiment tout ce qui est nécessaire à la présentation de ces expositions à l'étranger. Donc ça, c'est un des modèles. L'autre modèle, c'est qu'on s'est aussi impliqué avec des artistes qui avaient déjà des œuvres de produites, mais qui se cherchaient un distributeur. Il faut savoir qu'on est quand même assez bien connectés, je le dis quand même, je le dis humblement, mais on a un peu des antennes un peu partout. Donc pour nous, cogner à la porte d'un musée, en général, c'est pas trop difficile parce qu'on connaît les gens. Donc, on s'est aussi associé à des studios qui recherchaient des distributeurs donc pour faire voyager leurs œuvres. Et puis, ben, la dernière, le meilleur exemple, c'est ce qu'on a annoncé il y a maintenant quelques semaines, c'est qu'on s'est associé au réalisateur oscarisé Alejandro Inarritu, qui a produit il y a quelques années une œuvre en réalité virtuelle qui s'appelle Carne y Arena, que moi j'avais eu la chance de voir au Festival de Cannes, qui avait été très très peu diffusée. Donc c'est une œuvre, mais c'est aussi une immense installation. Donc on s'est associé à lui, on s'est associé à Emerson Collective, qui est aussi producteur de cette œuvre-là. Et on a maximisé l'installation pour la tournée. Donc, on aura la chance de le présenter à Montréal, mais si tout va bien à partir de la mi-décembre, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est vraiment de ces différentes façons qu'on ouvre des fenêtres sur l'ailleurs. Donc, en déployant soit des installations, des expos, donc déjà présentées à Montréal, ou même des fois, on peut proposer à un lieu de lui faire une exposition juste pour lui. Ça, c'est des choses aussi qu'on fait. Mais c'est très intéressant justement de voir ces différents niveaux de la XR parce que je crois que vous trois, vous travaillez justement sur ces différents niveaux. Donc, merci Myriam pour cette présentation de la distribution. Nicolas, vous avez un rôle davantage comme tu le décrivais plus tôt, de recherche et développement. Donc, vous êtes à la fine pointe des technologies, vous êtes financé soit par le public ou soit certains de vos clients sont également des marques qui cherchent un effet wow. Est-ce que tu vois une possibilité de rupture avec un ancien modèle d'affaires où on reste un peu dans le développement ponctuel d'expériences ici et là? Je serais curieux de savoir un peu là, comment vous voyez ça de votre côté. Je pense que ce qui est intéressant avec la réalité virtuelle en ce moment, c'est qu'il y a comme il y a une collision entre le milieu de la technologie et le milieu cinématographique, culturel, artistique, oui, il y avait des collaborations par le passé, mais là, on sent que c'est vraiment une collision. Là. Depuis quelques années, on présente des projets au Festival de films de Venise, à Cannes, tous les grands festivals de films, ce qui aurait été impensable il y a quelques années. Le danger là-dedans, c'est que si on regarde au Québec, l'industrie du cinéma et de la télé n'est pas profitable. C'est quelque chose ça dépend presque à 100% du financement public. Donc, c'est
Et du côté de la technologie, il y en a des modèles d'affaires. Donc, ça, il y a un risque à ce niveau-là. Je pense qu'il faut qu'on trouve un modèle hybride, en fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le jeu vidéo nous montre déjà un exemple. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'il faut se fier. C'est très difficile de savoir où on s'en va. Il y a un an, on se disait en réalité virtuelle, à court terme, la façon de faire de l'argent, c'est le LBE, le Location Based. Là, tout à coup, ben, toutes les arcades, tous les musées, etc., sont fermés. C'est plus une avenue pour faire de l'argent. Donc, on se dit, est-ce que les gens vont commencer à acheter des casques en avoir à la maison? Est-ce qu'on devrait plutôt se retourner vers les plateformes en ligne? Je pense que ça va être un peu des deux, honnêtement. L'expérience in situ va toujours être pertinente. Puis Myriam en parlait plus tôt. Quand on commence à mélanger ça avec un aspect physique, avec du théâtre immersif, c'est là aussi que ça prend tout son sens. Donc, la réponse, je crois, va venir dans les prochaines années. Je pense que ça va être un modèle hybride. On ne veut pas suivre le modèle du cinéma, on ne veut pas suivre un modèle 100% jeu vidéo. Il faut essayer de trouver, faire notre marque là-dedans. Je pense qu'il faut qu'on ait notre propre modèle. Ouais. Notre industrie deserve d'avoir besoin. Oui, de son propre modèle, justement pour ne pas copier un peu de l'autre à droite, à gauche. C'est important pour qu'on devienne aussi une industrie forte et une industrie à la limite crédible dans le sens que on ne va pas copier à droite, à gauche. On crée un modèle pour nous. Je pense que ça, c'est essentiel pour l'avenir de notre industrie. Il y a un bon modèle récemment que j'ai adoré, puis en fait, ils viennent de gagner le prix pour la meilleure expérience VR de l'année. C'est une expérience, c'est comme un jeu vidéo que tu achètes qui s'appelle The Under, puis ils offrent des pièces de théâtre immersives. Donc, en fait, je l'ai fait pour la deuxième fois samedi. Tu payes, mettons, 16 $, puis tu as un billet à telle heure, etc. Puis, quand tu vas là, tu as un ou une actrice qui joue tous les rôles pour 3 ou 4 spectateurs. Puis c'est un ou une actrice en temps réel là, qui réagit vraiment. C'est super. Il joue avec tes réactions, puis c'est participatif. En fait, c'est comme du théâtre participatif. Donc, The Under de la compagnie Tender Claws. Puis je pense que c'est probablement un des modèles qui est le plus. Qui ont vraiment pris les bons éléments. Puis en termes de magie, c'est vraiment là, c'est complètement fou. Presque même les mêmes niveaux presque qui ont été présentés au Centre Phi. Mais l'acteur ou l'actrice est à New York, ils ne sont pas à Montréal en avant de moi. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre conversation et on le voit, là, il y a énormément de choses dont on veut parler. Donc, c'est pour ça que j'ai préparé des questions en rafale, alors que vous pouvez répondre rapidement pour couvrir encore plus large les sujets qu'on va avoir abordés aujourd'hui. Donc, première question, je vous invite à y répondre très rapidement en quelques mots. Alors, un grand enjeu pour la réalité virtuelle, c'est la disponibilité des lunettes à un prix abordable pour le plus grand nombre. Si des lunettes de réalité virtuelle étaient aussi accessibles que le cellulaire l'est aujourd'hui, comment croyez-vous que ça changerait les choses? Myriam? Bien, je veux dire, si on pense à un casque comme le Oculus Quest 2 qui vient de sortir, qui se vend, je pense que c'est comme 300 $ ou quelque chose comme ça, c'est pas tant plus cher qu'un cellulaire. Par contre, il est rare. La pandémie a fait en sorte que la demande pour les casques a explosé. Donc, il faut dire à Oculus d'en faire plus. Voilà la réponse. D'accord, oui. Nicolas? Je pense que ça changerait notre façon de réfléchir au projet. Si on sait qu'on peut rejoindre une majorité de personnes à la maison, on ne va pas nécessairement réfléchir nos expériences de la même façon. Ou du moins, on pourrait créer des expériences qui sont faites pour être vécues à la maison, puis on pourrait en créer d'autres qui sont faites pour être vécues dans un lieu public, in situ. En ce moment, on est dans un entre-deux où on ne sait jamais trop où ça va être vécu. Puis même si ça va être vu, parfois on présente ça en festival, puis bon, ça fait la tournée des festivals. Après,
ça disparaît. Si on est chanceux, on va au centre-vie un petit peu, mais après le centre-vie, c'est pas mal, le terminus. Là. Il y a pas une grande quantité de lieux comme le centre-vie. On est extrêmement chanceux à Montréal d'avoir le centre-vie. Je pense que c'est facile de prendre ça pour acquis, mais la plupart des grandes villes n'ont pas accès à un centre-vie. Samuel, oui? Oui, Si bon, ben, les casques étaient aussi disponibles que des cellulaires. c'est ça. Ben, le Quest 1, il était sold out toute l'année dernière. Le Quest 2, il est disponible en ce moment. Donc, sortez votre carte de crédit puis allez l'acheter. Il est 450 à 629 $. Donc, c'est quand même la moitié du prix d'un iPhone nouveau. Donc, quand on parle de la disponibilité, l'année dernière, avant la pandémie, c'était comme 1%, mettons, des utilisateurs sur Steam qui avaient un casque de réalité virtuelle. On est passé à 2%. Donc, c'est quand même plusieurs millions quand même, mais c'est sûr que le plus que le monde qui ont des casques, le plus que les artistes indépendants peuvent, il y a seulement tant de place au Centre-Vie, etc., pour être diffusés. Puis je voulais juste ajouter aussi, depuis l'année dernière que je fais de la curation à la Galerie Éléphant, donc on allait commencer notre programme avec des artistes de réalité virtuelle à chaque mois à la galerie, puis la pandémie a pris. Mais l'année prochaine, en janvier, on commence à la Galerie Éléphant où est-ce qu'il va y avoir la diffusion d'un nouvel artiste à chaque mois, puis le programme est déjà fait. Puis probablement janvier, février, mars, la même chose à Armure aussi, où est-ce que je vais faire les deux programmes, mais on ne sait pas exactement quel format ça va prendre. Donc oui, c'est ça, le plus que le monde y a de casque, le moins on a besoin de passer, on peut aller directement au consommateur, puis aussi le plus d'expérience qu'il y a. Fait que prenez votre carte de crédit, allez prendre celui de votre conjoint, puis... C'était la première question science-fiction. J'en ai deux autres. La deuxième, les technologies numériques donnent la possibilité de recueillir de nombreuses données d'utilisateurs et d'utilisatrices. Est-ce que vous croyez que la culture pourrait suivre ce virage numérique et utiliser ces données dans leur nouveau modèle d'affaires? Si oui, comment? Samuel, est-ce que tu veux commencer à répondre? Oui, bien peut-être une réponse. La raison que le casque est si bas prix, c'est à cause qu'ils vendent toutes vos données, spécifiquement Oculus, Facebook. Donc, il y a d'autres casques plus chers où est-ce qu'ils ne vont pas vendre vos données. Mais le monde il se demande, pourquoi c'est si cheap que ça? C'est à cause qu'ils vous écoutent. Ta question, c'est si les arts vont être capables Est-ce que la culture pourrait utiliser également ces données? Et si oui, pour faire quoi? On peut peut-être aller à Nicolas pendant que tu te fais une tête là-dessus? Je pense que la culture, ça dépend comment on définit la culture, parce que sur Amazon, on peut acheter des produits culturels et tout est basé sur des recommandations, puis l'accumulation de données. Puis c'est la même chose pour Netflix, entre autres. Netflix analyse ce qu'on regarde et nous fait des propositions, des recommandations. Je pense que si on réfléchit à ce qui peut arriver dans le milieu artistique ou culturel, c'est peut-être à ce niveau-là, peut-être au niveau des recommandations. Je pense pas qu'une galerie d'art ou une institution culturelle a intérêt à revendre nos données aux géants du web, mais peut-être les utiliser pour nous proposer d'autres œuvres qui pourraient nous intéresser. Ça, à la limite, je ne vois pas trop de mal avec ça. Myriam? Rien vraiment à ajouter, sincèrement. Samuel, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant de passer à la dernière question à Rafale? Je ne sais pas si j'ai le bon mot, mais il y a comme des real-time games comme mondial. Fait que ça pourrait peut-être se mettre dans cette chose-là, mais il faudrait vraiment que tu donnes la permission à ta personnalité, à ta vie d'être utilisé dans une œuvre. Puis oui, tu pourrais aller plus loin, mais on est vraiment dans un monde spéculatif très pointu, donc j'ai jamais pensé à ça. D'accord. Dernière question en rafale rapidement avant de passer aux questions de nos spectateurs et de nos spectatrices. Marina Abramovic a vendu la première œuvre de réalité mixte à une enchère cette année à Christie's. Elle l'a vendue pour 287 500 livres sterling. Ça, c'est environ 500 000 canadiens. Qu'est-ce que cette vente représente pour vous, Nicolas? Je sais pas, je sais pas quoi répondre à ça. En fait, je me questionne beaucoup sur la pertinence
d'acheter des œuvres éphémères et numériques pour le moment. J'ai l'impression que surtout, bon, si on parle de cet artiste, c'est qu'on achète une performance plus qu'une œuvre comme telle. Moi, si je paye 500 000 pour quelque chose, j'aimerais bien avoir le Picasso sur mon mur et pas seulement le voir à travers mon téléphone, personnellement. Mais ça, c'est juste moi. Je crois qu'il y a plein de contenus incroyables qu'on peut créer avec ces plateformes-là qui n'ont pas besoin d'être vendus 500 000 $. On peut créer des œuvres comme ce que Inaritu a fait, comme ce que l'ONF produit, ce que Atlas 5. Il y a toutes sortes d'artistes incroyables qui créent pour ce médium-là, puis on n'essaie pas d'en faire de l'art avec un grand A, mais c'est tout aussi valide, selon moi. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais personnellement, moi, je n'aurais pas dépensé 500 000 $ pour ce type de... Samuel? J'adore le travail traditionnel de Marina Abramovic, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'artistes de haut niveau qui vont payer une boîte pour leur faire une pièce d'art réalité virtuelle ou augmentée. Et je trouve que les résultats ne sont jamais les mêmes qu'un artiste qui fait de l'art en réalité virtuelle ou augmentée pour la réalité virtuelle ou augmentée. C'est un petit peu comme dire fais un livre de mes choses, c'est de payer quelqu'un d'autre pour faire une pièce pour toi. Je ne sais pas si elle a mis un casque plus que 30 heures dans sa vie. J'ai l'impression que c'est comme, OK, je vais faire quelque chose, vous faites une expérience avec ça, je vous paye, merci beaucoup, bonsoir, on vend ça. Tandis que je respecte beaucoup plus son art traditionnel, comme je dis, en termes de performance, etc. Puis, je ne sais pas si je peux donner un autre bon exemple. C'est comme dire, fais un film avec les pièces d'un peintre. C'est pas quelqu'un qui a étudié le film toute sa vie. C'est comme, il a payé quelqu'un d'autre pour faire une pièce qui Ouais. va être... Ouais, en fait, c'est une captation d'une performance plutôt qu'une œuvre en soi. Je sens un peu de scepticisme chez vous. Myriam, est-ce que tu partages ce scepticisme-là? Ben, en fait, peut-être rebondir sur ce que Samuel a dit. Moi, je l'ai testé, cette œuvre-là. Puis je peux te dire, Samuel, que Marina n'a pas dit à une boîte, voilà, faites quelque chose. Elle a été impliquée du début à la fin du processus. Puis elle avait, avant de produire cette œuvre-là, elle a produit une œuvre en réalité virtuelle. Pour moi, au-delà du combien ça a été vendu, puis que ça a été aux enchères et tout, pour moi, ce qui m'interpelle dans tout ça, c'est que de grands artistes comme ça s'intéressent à ces nouveaux médiums et l'intègrent dans leur pratique. Et ça, moi, je trouve ça fascinant. Parce que c'est des gens d'un certain âge quand même. Je veux dire, elle n'a pas 30 ans, Marina. Elle continue à faire ce qu'elle fait normalement, du théâtre, de la performance, mais elle s'intéresse énormément aux nouvelles technologies. La même chose pour Laurie Anderson. C'est une femme qui vient de la performance, mais qui a produit des œuvres en réalité virtuelle absolument extraordinaires et qui dit aujourd'hui que la réalité virtuelle fait maintenant partie de sa pratique. Et au-delà des 500 000 $ et encore Sotheby's ou whatever, pour moi, c'est ça que je retiens et que j'ai envie de retenir. Fantastique. Alors, Myriam, Nicolas, Samuel, on a beaucoup de questions de la part de notre audience. Pour tout le monde, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions en tout temps. Vous pouvez utiliser l'onglet Q&R dans Zoom ou bien, si vous nous écoutez sur Facebook Live, simplement laisser un commentaire sur la diffusion en direct. Alors, on a pour l'instant 6 premières questions. Alors, j'y vais avec la première. Pensez-vous que pour créer un modèle hybride dont vous parlez, il faudrait que plus de collaboration se fasse dans notre industrie? Et comment approcher les entreprises tech pour pouvoir créer ces collaborations artistiques entre galeries, entreprises, VR et XR? Il faudrait qu'ils commencent à l'apprendre à l'école. Puis aussi qu'il y ait des bourses pour. Je ne sais pas, je pense pas qu'il y avait vraiment une catégorie pour les bourses. Moi, les bourses et la réalité virtuelle, là, ça n'a jamais vraiment cliqué. Mm-hmm. Et comment? Je pense qu'il y a déjà beaucoup de collaborations. En fait, c'est peut-être aussi qu'on est une exception, mais
ça fait plusieurs fois qu'on travaille avec des institutions culturelles, avec des artistes, puis qu'on fait soit des offres communes ou qu'on fait des projets pour des institutions culturelles. Donc, je pense qu'il y a ça, mais ça commence. Puis c'est peut-être pas ouvert autant qu'on le voudrait. Puis il n'y a pas nécessairement les financements qu'on voudrait parce que ça fait quelques fois aussi qu'on se fait approcher par des artistes qui vont chercher du financement au CALC, au CAC. Puis souvent, c'est pas assez. Les budgets sont pas assez grands, en fait, pour créer l'œuvre qu'ils ont en tête. Fait que, idéalement, c'est quelqu'un comme Samuel qui est un artiste et qui connaît les outils. Là, tu es capable de faire quelque chose avec un budget plus restreint parce que c'est toi qui le fais. Mais quand on est obligé de faire des collaborations avec des entreprises, ben, rapidement, ça coûte beaucoup plus cher. C'est plus compliqué Puis de faire ces collaborations-là. Je me permets peut-être de relancer sur la deuxième partie de la question. Comment on fait pour approcher les compagnies, les entreprises de technologie avec un projet en XR? Je peux vous donner mon courriel. OK, d'accord, on peut donner le courriel de Nicolas. Myriam, je ne sais pas si tu avais des recommandations. Oui, ce que j'allais dire, c'est que je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une grande famille et c'est très souvent, it's about contact. Donc, si tu connais quelqu'un qui peut t'ouvrir la porte, évidemment, ben, ça va bien se faire. Après, c'est drôle parce que je participais à un autre panel un petit peu plus tôt aujourd'hui sur des jeunes créateurs qui sont au tout début de carrière. Puis, ils disent, oui, mais nous, on a un projet, puis on ne sait pas où aller avec. Les marchés, les XR markets dans les différents festivals de films comme de Sundance à Tribeca, à Sheffield. Aujourd'hui, il y a ITFA à Amsterdam qui a commencé. De présenter vos projets le plus possible aux gens de l'industrie pour qu'ils en entendent parler, pas juste une fois. Puis c'est pas parce que tu pitches une fois que ça y est, ta job est faite. Il faut souvent pitcher plusieurs fois pour que les décideurs, les gens qui sont influents dans l'industrie relèvent un projet en disant oui, mais j'en ai déjà entendu parler. Donc, il faut vraiment aller chercher une visibilité le plus possible auprès des décideurs. Oui, Nicolas, rapidement. C'est un bon point. Puis, je te dirais que c'est vrai que ça prend quelques fois pour se faire connaître, convaincre les gens, mais si le projet est bon, éventuellement, il y a quelqu'un qui va mordre à l'hameçon. Par exemple, nous, en tant que producteurs, on peut décider de s'embarquer avec un ou une artiste, puis d'aller chercher le financement ensemble. Donc là, on va aller voir le Fonds des médias du Canada, on va aller voir la SODEC, etc. Donc, il y a les étapes pour convaincre quelqu'un. Ensuite, une fois qu'il y a une collaboration possible, là, il y a les étapes de recherche de financement. Souvent, un projet va prendre quelques années, en fait, là, avant de même pouvoir commencer à être mis en branle. Mais c'est possible. C'est juste qu'il ne faut pas se décourager. C'est un long processus. Il faut être patient. Je vous propose la deuxième question. Alors, est-ce que ces technologies pourraient être en lettres majuscules, la solution pour démocratiser l'art contemporain qui reste trop souvent associé et réservé à une élite? Oui, parce que justement, tu peux la copier d'une manière infinie, puis tu peux amener d'une certaine manière plus que la peinture, plus que la sculpture, plus que l'architecture à un coût zéro quasiment, presque zéro, juste les efforts. Donc oui, si l'artiste décide comme justement de donner ses pièces gratuitement, c'est beaucoup moins cher d'avoir un casque de 400 $ que de voyager à New York ou de voyager partout dans le monde, etc. Puis le coût environnemental, évidemment, est plus bas. Nicolas, je te vois froncer les sourcils. Est-ce que tu partages cette opinion? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a plusieurs des œuvres qui sont créées aujourd'hui, particulièrement en réalité augmentée, puis on peut même regarder ce qui se fait sur Snapchat. C'est de l'art contemporain, en fait. Même les filtres, les face filters, il y a des filtres de Snap qui transforment les immeubles. Pour moi, c'est de l'art contemporain. C'est une nouvelle forme d'art contemporain, mais ça en fait partie, puis c'est quelque chose qui est accessible à des centaines de millions de personnes. Donc, je pense que la réponse est oui. Tu ne peux pas être plus d'accord. Encore une fois, dans cette envie
de rendre accessible au plus grand nombre. Si je peux prendre un exemple qui a été vraiment chez nous, moi, qui m'a à la limite ouvert les yeux, c'est quand on a présenté une exposition au Centre Phi il y a maintenant 1 an qui s'appelait Cadavre exquis, qui était une exposition qui mettait de l'avant des œuvres soit de réalité virtuelle, soit de réalité augmentée, d'artistes d'art contemporain. Donc, je reviens avec... On a présenté Marina Abramovic, on a présenté Laurie Anderson, on a présenté Anish Kapoor, Olafur Eliasson et j'en oublie un ou deux, mais les gens qui sont venus au Centre Phi découvrir ces œuvres-là, oui, il y avait des gens qui étaient très ferrés en art contemporain, mais il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de ces artistes-là et qui ont, grâce à la technologie, grâce à ce qu'eux avaient décidé de produire en VR, ont découvert leur travail. Donc, pour moi, c'est un oui franc à 100%. Fantastique. Alors, on passe à la troisième question. Une autre personne comme moi qui aime la science-fiction. Est-ce que la réalité augmentée est vouée à remplacer la réalité physique dans le futur? Les musées et galeries ont-ils intérêt à investir dans cette technologie quand on voit le contexte actuel? 3 petits points. Est-ce que ça va remplacer la réalité Va physique? littéralement augmenter. Va l'amener l'addition que tu dis, Samuel. Oui, c'est ça. Donc, comme par exemple, je parlais tantôt de transformer le Centre Phi, je pourrais faire un scan 3D du Centre Phi, puis rajouter une architecture qui serait inconstruisible en réalité, qui bouge, qui réagit aux spectateurs, qui est semi-vivante, mais je ne vais pas enlever le mur, je vais juste rajouter. Puis oui, il y a des manières, techniquement, que je pourrais cacher les choses, mais je ne veux pas que le monde se frappe dans le mur. D'autres idées avant qu'on passe à une autre question? Ben, je pense que si on veut parler de science-fiction, il y a les scénarios dystopiques et utopiques. Si c'est dystopique et qu'on se claque des pandémies comme ça, une après les autres, ben, peut-être que ça va remplacer notre vraie réalité, qu'on va préférer être dans un casque à la maison. J'espère sincèrement que ce ne sera pas le cas. Pour moi, ce qui est intéressant de la réalité augmentée, c'est qu'on est dans le monde réel, puis on vient rajouter des éléments par-dessus, on vient bonifier l'expérience. On peut penser qu'à terme, les interfaces boutons qu'on a sur les objets autour de nous vont finir par disparaître, puis tout va passer par des interfaces virtuelles augmentées, c'est-à-dire que la cafetière n'aurait éventuellement plus de boutons, puis que ça va passer par une interface électronique. C'est pas pour tout de suite. Mais donc, je pense pas que ça... En tout cas, espérons que ça remplacera. Ça pourrait remplacer, par exemple, quelqu'un qui travaille à la réception. Tu sais, si tu arrives dans un bâtiment où est-ce que tu n'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas, ben le système de réalité augmentée pourrait dire, bon, ben ta réunion, c'est là, les salles de bain, c'est par là, l'ascenseur est là, etc. Je vais répondre à tes questions. Il y a plein de manières où est-ce que oui, ça pourrait remplacer peut-être des emplois ou des fonctions mécaniques, mais pas ça va changer les choses, mais ça ne va pas remplacer la réalité. Myriam, rapidement, je ne sais pas si tu avais un commentaire par rapport à ça. Non, j'espère sincèrement que ça ne viendra pas remplacer le lieu physique. J'y crois pas. Il ne faut pas non plus voir la technologie comme une menace. Et souvent, c'est trop souvent le cas. Mais non, pour moi, le physique et la technologie, la réalité augmentée, c'est complémentaire. Faut pas donc, non, ça ne viendra pas remplacer. Alors, il reste maintenant 4 questions, 5 questions même, donc je vous propose peut-être d'augmenter un peu la rapidité. On y va encore en rafale. 4e question, est-ce que selon vous, pouvoir voir son œuvre sur le mur en réalité virtuelle a plus de valeur pour l'artiste ou pour les collectionneurs? Pour la galerie, ils vont en vendre plus. Mais je ne savais pas avant, mais les galeries, ils prennent plein de temps le client lui envoie une photo, il va dans Photoshop, il met la pièce sur le mur, puis il renvoie la photo. C'est tellement inefficace. Puis quand j'ai assisté un petit peu au développement, j'ai assisté à une rencontre au développement de l'application. Puis j'étais surpris que c'est quelque chose que les galeries passent des heures à faire. Oui, rapidement, Myriam, Nicolas, pour l'artiste ou les collectionneurs? Je pense que c'est très utile pour les collectionneurs. Pour les artistes, ben, ça peut permettre à plus de gens de voir leurs œuvres et d'être des potentiels acheteurs. Je pense que
tout ce qui démocratise l'accès à l'art est positif pour les artistes aussi. Cinquième question, peut-être justement une question pour Myriam et Samuel. Alors, quels sont les défis en termes d'exposition pour les œuvres en réalité virtuelle et augmentée? Myriam, j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. Bien, c'est sûr que pour nous, ça, c'est un aspect extrêmement important pour ceux qui sont déjà venus au Centre Phi, vivre des expériences, voir des expositions qui mettent de l'avant des œuvres de réalité virtuelle. La contextualisation du travail de l'artiste est primordiale. Jamais on rentrerait au Centre Phi, il y aurait 3 chaises avec 3 casques, puis voici ce qu'on a à vous offrir. Donc, la contextualisation est extrêmement importante. Et à cet effet, je dirais que ce qu'on appelle en jargon, disons, de cette communauté, on parle de onboarding. Donc, tout ce qui se passe avant que quelqu'un ne mette le casque sur la tête, ça fait partie de cette expérience. Donc, la scénographie fait partie, le onboarding, ce qu'on voit dans le casque, et après, quand on enlève le casque, le offboarding, tout ça, c'est une expérience qui est scénarisée. J'ai malheureusement trop souvent, encore une fois, dans des différents lieux, vu des endroits qui ne mettaient pas assez d'emphase sur cet aspect, et c'est dommage parce que l'expérience, oui, effectivement, Samuel, tu fais comme ça. C'est sûr que ça coûte cher de faire des scénos, je suis d'accord avec toi, mais pour nous, c'est non négociable. Oui, Samuel, toi, tes principaux défis pour l'exposition d'œuvres en réalité virtuelle ou augmentée? Bon, moi, je commence à zéro. Donc, en fait, quand j'habitais à New York, je passais mes fins de semaine à aller dans des galeries et je leur parlais de s'ils avaient déjà essayé ou s'ils avaient pensé à vendre de la réalité virtuelle. Puis la réponse, c'était ah, j'ai jamais essayé, ou j'ai essayé un casque en cardboard dans un roller coaster, puis ça m'a rendu malade. Ou, tu sais, il n'y a pas beaucoup de connaissances. Les galeries d'art puis la technologie, c'est pas quelque chose où est-ce qu'il y a un gros mix. Donc, il y a beaucoup de galeries, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas d'expérience avec, ils ont de la misère à envoyer un courriel. C'est pas du monde qui sont ah oui, j'ai essayé un casque de réalité virtuelle, ils ont zéro expérience. Donc, c'est une grosse. Il faut quelqu'un pour les guider. Donc, puis c'est dur pour les artistes parce que les artistes ne veulent pas guider le monde, ils veulent juste faire de l'art, trouver une manière de vendre cet art-là. Fait que c'est vraiment très, très, très difficile de ce côté-là. Donc, moi, j'ai été assez chanceux que j'ai trouvé des galeries super talentueuses, passionnées, qui m'ont fait confiance, etc. Mais c'est pas partout que ça se passe nécessairement. Puis, c'est ça, on est très chanceux d'avoir le Centre Phi. Puis, il va avoir, c'est sûr que ça va arriver, mais on est vraiment au début où est-ce que les choses sont inconfortables, difficiles, chères, etc. C'est une réponse qui pourrait également s'adapter à une autre question qu'on a reçue. Donc, on voit quand même peu d'œuvres en réalité augmentée ou virtuelle sur la scène artistique, et cette personne demandait si les galeries étaient frileuses à représenter des artistes numériques, ou est-ce que c'était trop difficile pour les artistes d'avoir une visibilité et n'osaient pas s'investir dans cette voie. Donc, ça répond assez bien. Je ne sais pas, Nicolas, Myriam, si vous avez d'autres commentaires par rapport à cette question. Bien, sincèrement, présenter, exposer des œuvres de réalité virtuelle, de réalité augmentée, c'est compliqué. Ça prend une expertise. Ça prend aussi quelqu'un qui est capable de faire du troubleshooting parce qu'une œuvre VR, ça plante. C'est pas comme, je veux dire, une œuvre sur un mur, elle est là. Une œuvre dans de la réalité virtuelle, c'est non-stop le troubleshooting. Donc, c'est peut-être pour ça que certains lieux hésitent à s'investir ou à investir dans la présentation d'œuvres. Mais évidemment, plus il y en aura, mieux c'est pour les artistes qui produisent en VR, en AR, en XR. Puis j'ai aussi un tabou, c'est quoi vendre une œuvre en réalité virtuelle? Tu m'envoies-tu un fichier EXE? Est-ce que je reçois quelque chose? Nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est oui, c'est littéralement un fichier EXE, un exécutable. Si tu n'as pas de casque, on peut te faire un kit que c'est clé en main, que tu as un ordinateur, tu as un casque, etc. On peut te supporter là-dedans. Mais c'est ça, il y a comme vraiment, tu ne peux pas t'imaginer le nombre d'artistes à qui je parle de vendre leurs pièces de réalité virtuelle qui disent quoi? Tu vends la pièce de réalité virtuelle? Fait que cette question-là, c'est facile quand c'est juste de la diffusion pour tout le monde, mais quand vient le temps d'acheter, de vendre, c'est pas encore quelque chose qui a été normalisé. Donc, encore une fois,
c'est un peu bizarre s'il y a juste un ou deux artistes qui ont des choses à vendre en réalité virtuelle, mais s'il y en a 20, 30, etc., ben là, c'est comment, ben lequel je veux acheter. C'est plus si, c'est qu'est-ce que je veux acheter. Et c'est une belle transition pour une autre question que nous avons reçue. Puis j'aimerais peut-être poser cette question à Nicolas. Alors, comme la technologie évolue très rapidement, comment collectionner une œuvre de réalité virtuelle ou augmentée, surtout la conserver à travers le temps? Donc, Nicolas, à DPT, vous créez ces œuvres-là. Est-ce que vous posez parfois la question aussi de comment les collectionner ou les préserver à travers le temps? C'est sûr qu'on se pose la question, puis même avant de travailler avec la réalité virtuelle et augmentée, c'était les mêmes questions pour des œuvres numériques qu'on créait, des installations interactives ou des projets en ligne. Je pense, comme je disais plus tôt, que le cloud va peut-être aider à régler ce problème-là, c'est-à-dire que les œuvres vont vivre sur un serveur centralisé, puis on va pouvoir les accéder avec toutes sortes de types d'appareils. Ensuite, il y a la question, si on parle de collectionner, puis là, je pense qu'on peut avoir un gros débat là-dessus, là, mais moi, les œuvres de réalité virtuelle se rapprochent plus du cinéma pour le moment, pour moi, qu'une œuvre d'art comme une sculpture ou une installation ou une peinture. Donc, c'est pour ça que le concept de collectionner, c'est comme j'ai de la misère à imaginer le concept de collectionner un film, par exemple. Pour moi, on peut l'acheter, on le regarde, on l'a apprécié, mais c'est plus dans c'est de la consommation de masse. Il est là le modèle d'affaires versus le vendre comme une œuvre d'art unique. Je pense qu'il n'y a probablement pas de bonne réponse à ce niveau-là. Nous, ce sur quoi on travaille présentement, c'est des œuvres où on veut que le plus de gens possible puissent les voir. Donc, c'est sûr que notre but, ce n'est pas de vendre une version fermée à un collectionneur, c'est vraiment d'essayer de distribuer le plus possible. Puis on est encore dans cette époque de la réalité virtuelle où je pense que c'est important de les diffuser le plus possible. Parce qu'avant qu'il y ait des collectionneurs, il faut tout court qu'il y ait des amateurs, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent ces technologies-là, ces plateformes-là, qui les apprécient. Puis après, on verra si on veut développer le marché de l'art tel qu'on le conçoit plus traditionnellement. Pour le moment, je pense qu'il faut juste que le plus de personnes possible voient ce type d'œuvre-là. J'ai une distinction importante. Oui, j'ai une distinction importante. C'est sûr qu'on parle tous de nos spécialités, puis DPT font des films en réalité virtuelle, etc. En termes d'art, il y a certaines catégories d'artistes, dont moi, en fait, qui vont faire des sculptures pendant 1 mois, 6 mois, que c'est juste une sculpture, ça ne bouge pas. Moi, en fait, je fais des galeries d'art, d'architecture surréelle. Puis, je prends justement 6 mois pour faire une sculpture à la main en réalité virtuelle. Puis ensuite, je fais un super bel éclairage hyper réaliste. Donc, c'est beaucoup plus facile de collectionner des choses qui ne sont pas des films. C'est littéralement juste un objet. Puis quand on parle, je ne veux pas trop aborder le sujet, mais dans les derniers mois, l'art crypto est devenu hyper populaire. Puis sur l'art crypto, tu peux justement avoir un objet 3D qui va vivre sur le Crypto Network et qui va être accessible à l'infini. Donc, tu peux être le collectionneur d'une pièce qui vit sur Internet pour toujours, qui est juste un modèle qui ne bouge pas, mais qui, comme une sculpture ou une peinture, peut être superbe. Oui, tout à fait. Puis je ferais peut-être également une autre distinction, hein, parce qu'on est dans un monde aux frontières qui reste encore à être défini. On parle bien sûr des expériences en réalité augmentée, en réalité virtuelle, mais il y a également la création d'applications, de logiciels qui permettent soit d'accéder peut-être à une collection ou, comme avec l'application collectionnée, qui permettent à plusieurs acteurs du milieu de faire des choses. Donc, il y a également cette création d'outils, donc pas nécessairement d'œuvres d'art en soi, mais une manière d'accéder aux œuvres qui peut changer la donne. Je vous propose peut-être de fusionner mes 2 dernières questions pour la soirée et on conclura là-dessus. Alors, est-ce que la VR, la réalité virtuelle, est en train d'effacer les frontières entre le 3e et le 7e art, c'est-à-dire les arts visuels et le cinéma? Et cette question, je trouve, se relaie assez bien avec une question, avec ces technologies, va-t-on
vers un collectionnement des jeux vidéo et les jeux vidéo vont-ils devenir des œuvres d'art en soi? Donc, le jeu vidéo est omniprésent quand on parle de VR. Donc, je trouvais que jeux vidéo, cinéma et art visuel, c'était quand même des pôles très présents justement dans ces conversations-là. Est-ce que vous avez des pensées ou des commentaires par rapport à ça? Ben, moi, je Myriam? vais peut-être répondre à la deuxième question par rapport aux jeux vidéo. Est-ce que ça a sa place, par exemple, jeux vidéo et art, est-ce que ce sont deux mots qu'on peut associer? Pour moi, pour nous au Centre Phi, la réponse est oui. On a présenté à plusieurs reprises dans le cadre de nos expositions des expériences, entre autres produites par Ubisoft, en réalité virtuelle, entre autres, et ça avait sa place. Donc, pour une réponse courte, oui. Nicolas? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que il y a déjà des exemples de troisième art, septième art, jeux vidéo qui ne font qu'un. Je pense que si on regarde en particulier dans le développement de jeux indépendants, il y a des jeux là-dedans qui sont des petits bijoux, qui sont des œuvres d'art en tant que telles. Ce n'est pas parce que ce sont des jeux vidéo que leur rapport artistique est inimportant. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, je dirais qu'un jeu vidéo, ça arrête d'être un jeu vidéo une fois que c'est tellement léché que tu ne sens plus que c'est un jeu vidéo. Puis aussi, une grande tendance que j'ai vue récemment dans justement le monde crypto, ben c'est sûr que Museum of Other Realities, ils ont un peu commencé ça. Mais la nouvelle tendance, c'est que les collectionneurs vont littéralement construire des galeries sur Internet pour que le monde puisse visiter. Donc, ils vont acheter de l'art crypto, ils vont construire une architecture farfelue digitale et ils vont mettre les pièces dans cette galerie-là où est-ce que le monde peut venir le visiter. Donc, c'est complètement différent de la collection traditionnelle, mais ça vient justement comme brouiller les lignes entre un jeu vidéo, puis une galerie, puis la diffusion, puis plein de mondes complètement déconnectés d'habitude. Ben, je crois que c'est un bel endroit pour conclure, si on veut, cette conversation sur les modèles d'affaires et la XR, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Nicolas S. Roy, Myriam Achard, Samuel Arsenault-Brassard, merci beaucoup d'avoir été présents. Je vous rappelle que vous êtes au Forum Marché de l'art, la deuxième édition organisée par l'Association des galeries d'art contemporain. Alors, ben, merci d'avoir été là. J'espère qu'on a également inspiré les gens à aller voir des œuvres, en créer, à considérer également ces technologies dans leur propre pratique. Merci. Merci Benjamin. Merci, bonne soirée. Merci Samuel, merci Myriam, à bientôt. Ciao. Merci. Au revoir tout le monde.